Donc, avant de commencer, ce que vient de dire Huxory m'inspire une réflexion sur la loutre. Hein. Donc, vous nous dites qu'il va y avoir certainement un plan d'action sur la loutre qui va arriver, mais moi je trouve très bien que la loutre commence à revenir avant qu'il y ait un plan d'action. Alors ça me semble très important. Elle n'est pas au courant de nos démarches administratives et politiques, ça d'accord, mais surtout ça montre que les habitants et l'habitant, en quelque sorte, sont déjà prêts à mieux supporter la loutre aujourd'hui. Et donc ça, c'est extrêmement positif. Parce qu'une espèce qui ne tient qu'à la faveur de mesures exceptionnelles pour elle, coûteuses et compliquées, c'est quand même pas l'idéal. Et donc que la loutre revienne avant, déjà maintenant, ça me semble un point d'optimisme. Donc d'emblée, nous allons commencer avec le premier exposé. Madame Krigu, qui va nous faire remonter le temps. Ça, c'est très important. On sait bien qu'en écologie, et notamment pour étudier les populations de vertébrés, les études ponctuelles sur une année sont souvent très insuffisantes. Il faut avoir du recul, au moins 10 ans, au moins 20 ans, parfois quelques siècles, et là, on va aller jusqu'au début du Pléistocène. Merci beaucoup. Merci. Avant toute chose, je tiens à remercier les organisateurs de ces journées, puisque je suis conviée à y participer, alors que je ne suis que paléontologue et non pas mammalogiste. Donc c'est un plaisir pour moi que d'être ici et de vous parler un petit peu de cette période qui est une période clé pour la faune actuelle que l'on appelle le Pléistocène. Alors le temps de parole est limité à une vingtaine de minutes, je vais essayer de ne pas trop déborder. J'ai donc dû faire des choix et dans la présentation qui suit, j'ai articulé mon propos autour de trois thèmes. Tout d'abord, je vais vous parler du quaternaire lui-même et de sa caractéristique principale qui est d'ordre climatique. Ensuite, je résumerai très brièvement une période qui s'échelonne de 2,6 millions d'années à 1 million d'années. Et ensuite, j'aborderai la période de 1 million d'années à 10 000 ans. Alors, le quaternaire est une ère géologique à part entière. Il y a eu de vastes débats autour de sa position, mais c'est clairement aujourd'hui une ère géologique qui débute il y a 2,6 millions d'années. Et la principale caractéristique de cette ère est de subir des aléas climatiques importants que l'on appelle les glaciaires, les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires. Ce sont en fait des phénomènes directement liés à des variations astronomiques, c'est-à-dire une variation de l'orbite terrestre et de l'inclinaison de l'axe de la Terre. On a ce phénomène donc, qui va durer pendant 2,6 millions d'années et un phénomène qui est d'ordre cyclique avec des périodicités qui varient de 400 000 ans à 20 000 ans en fonction qu'il s'agisse soit de l'inclinaison de l'axe ou de l'orbite de la Terre. Du coup, ça va avoir un impact considérable au niveau de l'hémisphère nord, puisque là, je vais me contenter de vous parler de l'hémisphère nord et plus particulièrement de l'Europe occidentale et de la France. Pendant les périodes les plus froides, nous avons des glaciers qui s'installent sur les continents, on les appelle les inland-seas. On en a eu jusqu'à 5. Le niveau marin baisse, vous avez des ponts qui se mettent en place entre les îles et les continents. Et bien évidemment, nous avons aussi des glaciers sur les grands axes montagneux, comme les Alpes. Et comme on peut le voir ici, dans le cadre de l'Europe occidentale, évidemment, toutes les parties nord ne sont plus du tout accessibles à la faune. Il se développe un biome végétal très particulier que l'on appelle la toundra steppique, qui va s'étendre jusque dans les zones les plus méridionales de l'Eurasie, et les forêts sont réduites à leur plus stricte
expression, souvent réduite, se retrouvant cantonnée dans des fonds de vallée. Voilà un exemple pour la France il y a 20 000 ans. C'est quelque chose d'important parce que c'est là que l'on a vraiment la base de la faune actuelle. Hein. Il y a 20 000 ans, on a à peu près les taxons qu'on a aujourd'hui, et on avait un sol gelé en permanence et surtout une température de 4,5 degrés inférieure à aujourd'hui. Donc il faisait quand même particulièrement froid. Voilà. Alors que se passe-t-il entre 2,6 et 1 million d'années? Eh bien, dans un premier temps, le refroidissement climatique va se percevoir dans le nord-est de l'Eurasie, plus précisément en Sibérie et dans l'Alaska. Et à partir de là, on a dans un premier temps une sécheresse progressive qui va s'étendre et qui va donc permettre au départ le développement surtout de steppes arborées, avant que n'arrive véritablement à 1 million d'années le véritable début des grands froids. Voilà quelques exemples de faune que l'on pouvait trouver à cette époque-là. Alors, je n'ai pas pu tout vous mettre. Hein. Là, je discutais avec le prochain conférencier. Hein. Il y avait des élans archaïques à cette époque-là. Mais vous voyez déjà apparaître des noms que vous connaissez, du loup, de l'ours, du blaireau, du sanglier, du chat sauvage, du bison. Alors, ce ne sont pas tout à fait les espèces que l'on connaît aujourd'hui, mais déjà, nous avions les principaux taxons que l'on va trouver dans la faune actuelle. Puis vous voyez que dans l'encart droit, vous avez le jaguar européen. Alors bon, ça paraît surprenant, hein, c'est pas tout à fait une panthère, mais effectivement, il y a des caractères ostéologiques qui montrent que c'était une forme apparentée au jaguar. Nous avions des faunes exotiques, avec par exemple des hippopotames, des lycaons, des guépards, du macaque, et des taxons qu'on ne trouve plus aujourd'hui, comme les tigres à dents de sabre ou l'hyène géante. Alors évidemment, le guépard, le lycaon montre l'ouverture du paysage de ces périodes anciennes. Ouverture du paysage que l'on retrouve avec la présence de rhinocéros, de grands éléphants, que sont les mammouths. Alors là, c'est l'ancêtre du mammouth laineux, qui à cette époque-là s'appelait le mammouth méridional, parce qu'il était présent justement dans les zones les plus au sud du continent eurasiatique. Vous voyez la présence du tar, hein, une espèce, voilà, en bas, je ne sais pas, voilà, ici. Hein. Alors, tar archaïque, parce qu'il ne ressemble pas tout à fait au tar que l'on peut trouver aujourd'hui dans l'Himalaya. Les zones étant arborées, on a des cervidés, et il y avait justement des formes d'élans archaïques, des cerfs géants et des dailles. Voilà, ça c'était donc ce qu'on pouvait trouver au début de l'installation des premiers refroidissements du climat. Puis, que se passe-t-il à partir de 1 million d'années, 900 000 ans? Là, on rentre vraiment dans le vif des grandes glaciations. C'est là où on va avoir cette fameuse toundra steppique qui va prendre le pas sur la végétation que l'on avait au préalable. Alors, la faune va être une faune très particulière avec de très gros ongulés. On va quand même aussi observer, si ces ongulés viennent dans les zones les plus méridionales, poussés par les glaciers continentaux, il y a quand même aussi une variation dans la distribution des taxons en fonction de la latitude. C'est-à-dire que dans les zones qui bordaient vraiment les glaciers, c'est là où on avait les taxons qui étaient les mieux adaptés au froid, et évidemment, ils étaient moins importants en termes de biomasse dans les régions les plus méridionales. Voilà quelques éléments de la faune froide, de la panthère des neiges. Hein, elle a été présente très brièvement, mais enfin elle est arrivée jusqu'en Allemagne. À partir de moins 800 000 ans, le renne va venir jusqu'en bordure des Pyrénées. Il fera des revenus cycliques.
on voit apparaître l'ancêtre du renard polaire, qui lui émergera en tant que tel vers moins de 300 000 ans. Donc vous voyez des évolutions dans des lignées d'espèces. Puis le bœuf musqué. Alors les bœufs musqués sont très abondants durant l'ère tertiaire, il y a plusieurs formes, mais c'était des bœufs musqués adaptés à des conditions climatiques chaudes et tempérées. Donc il y a eu une transformation écologique pour ces espèces. Donc à un moment donné, vers moins 700 000 ans, apparaît le bœuf musqué archaïque qui disparaîtra et qui laissera place au bœuf musqué classique. Vous aurez sûrement entendu parler de rhinocéros laineux et de mammouths. On les connaît très bien parce qu'il y a des carcasses congelées qui ont été trouvées en Sibérie et l'homme préhistorique les a dessinés sur les parois. Là aussi, on observe une évolution au sein de la lignée des mammouths, qui du mammouth méridional est passé à un mammouth des steppes, puis au classique mammouth laineux. L'antilope saïga des plaines asiatiques est venue jusqu'en Dordogne. Il y a eu 3 phases de migration de cette espèce. On l'a même retrouvée dans la plaine comtadine, dans le Vaucluse, donc vous voyez quand même des avancées très méridionales, et aussi dans le nord de l'Espagne. Et c'est pareil pour le bœuf musqué, on a trouvé des restes dans le nord de l'Espagne, en Catalogne. Le bison, c'est le grand bison des steppes. Et puis les chevaux. Alors les chevaux sont très abondants dans ces espaces dégagés. On observe une multitude d'espèces qui vont se succéder jusqu'au fameux cheval de Solutré, qui est donc le dernier cheval sauvage d'Europe occidentale. Ensuite, il disparaîtra et ne resteront que les chevaux asiatiques. Alors, j'ai souhaité quand même vous donner quelques exemples d'adaptation au climat froid, en prenant celui des belettes et des hermines des derniers glaciaires. C'est un matériel qui provient d'un gisement que je fouille avec des étudiants depuis une dizaine d'années. Et on a une population très, très importante. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a une variation de la taille des niveaux Holocène quand on va descendre au niveau donc, du Pléistocène. Et on a donc pu observer que les belettes que nous avions pour ce qui était des femelles, quand on les comparait aux belettes actuelles, étaient nettement plus petites. C'est aussi le cas pour ce qui est des mâles. Et on a exactement le même processus pour les hermines. Et on a même trouvé une belette pygmée. On a même trouvé une belette pygmée, un mâle. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour le déterminer? Il y avait un squelette entier avec l'os pélien. Donc là, on pouvait être sûr qu'on avait affaire à un individu mâle. Donc des écotypes très différents en fonction du climat. On peut aussi citer l'exemple du cheval. À chaque période froide, on a des chevaux qui ont des museaux très larges. Et en l'occurrence, pour le cheval considéré qui est celui du même gisement que les belettes, donc d'environ 20 000 ans, en plus il a un métacarpien très gracile. Aussi, autre phénomène qui pour la première fois a été observé, c'est pour les renards, où on a des tibias qui sont particulièrement élancés en comparaison des tibias actuels. Et tandis qu'au niveau génétique, on a fait des analyses, ce sont des renards identiques aux renards actuels. Je vais accélérer. Le loup, donc il sera question de loup demain. Le loup est connu depuis 2,6 millions d'années. Au départ, c'était des formes de très petite taille, et la taille va augmenter d'une manière régulière jusqu'au dernier épisode froid de la fin du Pléistocène, avec des loups gigantesques. Ici, vous avez une mandibule de loup actuelle, et là, ce fameux loup
gigantesques. Et ensuite, à l'Holocène, donc la taille va décroître. On observe absolument l'inverse avec le lion des cavernes, où au départ on a de véritables monstres, de 1,50 m de hauteur au garrot, voire même plus, et puis ensuite la taille va décroître. Phénomène important, c'est l'arrivée d'éléments extrêmes orientaux dans les zones occidentales. Nous avons des mouflons de type Argali en bordure des Pyrénées, mais y compris dans le Portugal. Le Tar, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a eu au moins 2 phases d'immigration vers l'Europe occidentale, et on observe une évolution en France avec une diminution de taille qui va donner un animal de très petite taille qu'on appelle le Tar des Cèdres. Et à votre gauche, voilà, vous avez ici le Tar de Bonal et là le petit Tar des Cèdres. Il y a 300 000 ans, il y a un coup de froid très important sur l'Europe, sur l'ensemble de l'Eurasie d'ailleurs, et le Tar va disparaître, et c'est à ce moment-là qu'on voit arriver le bouquetin des Alpes, le chamois et l'isard. Alors on a quelques restes antérieurs, mais pour l'instant on ne sait pas trop où les positionner. Est-ce qu'il s'agit vraiment de chamois, est-ce qu'il s'agit d'isard, on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, il y a 300 000 ans, clairement, l'isard et le chamois sont bien différenciés, et leur histoire va pouvoir se suivre jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'il y a des coups de froid, on peut avoir des populations qui sont isolées. C'est le cas, par exemple, en Provence, il y a 20 000 ans, avec les bouquetins. Et à ce moment-là, on constate qu'il y a cet isolage géographique a une influence sur la morphologie dentaire, notamment avec un petit denticule dentaire qu'on appelle le métaconide qui va apparaître. Des individus les plus anciens, vous voyez, en sont quasiment dépourvus, puis là, donc ça va apparaître. On a aussi une variation de la largeur au niveau de la 3e molaire supérieure et des surfaces interstellaires. Pour ce qui est du métaconide, on observe la même chose aujourd'hui chez le bouquetin ibérique de la population de Tortosa ibéricae, qui est vraiment bien isolé. Et un phénomène aussi intéressant pour le bouquetin des Pyrénées. Il y a 80 000 ans, le bouquetin des Pyrénées tel que vous le connaissez n'existait pas. En revanche, on avait un morphotype qui était similaire au bouquetin du Caucase. On peut suivre jusqu'à l'époque actuelle une évolution de la morphologie des chevilles osseuses. Alors ça, c'est de l'anatomie comparée. Par contre, quand on regarde la génétique, on a un petit problème parce que les bouquetins pyrénéens seraient beaucoup plus près des bouquetins des Alpes que du bouquetin du Caucase. Donc là, entre phénotype et génotype, on a un problème à résoudre qui pour l'instant est en cours, puisqu'on fait des prélèvements sur des matériaux fossiles pour essayer d'extraire l'ADN. Donc ce que l'on peut dire, c'est que de toutes les façons, en Bulgarie, de moins d'1 million d'années à 80 000 ans, on a des restes de bouquetins du Caucase. Donc la possibilité d'une immigration vers la France est tout à fait possible. L'ours brun est lui aussi très intéressant. Il plonge ses racines dans des formes asiatiques, et il y a environ donc 1 million d'années, on a une forme qui semble être à la fois l'ancêtre de l'ours brun et de l'ours des cavernes. Et dernièrement, à la suite d'un abondant matériel qui a été trouvé dans le Vaucluse, dans une région qui concerne le Mont Ventoux, des analyses génétiques ont montré un résultat auquel on ne s'attendait pas, c'est-à-dire que les ours bruns du Ventoux au néolithique appartenaient à un clade qui n'avait pas encore été reconnu. Mais en outre,
On a ensuite, quand on regarde les spécimens un peu plus récents, on a des ours bruns qui, eux, sont apparentés avec les formes orientales, y compris pour le haut Moyen-Âge, mais on a aussi, de temps en temps, l'arrivée d'ours bruns qui viennent des Pyrénées, c'est-à-dire de la souche pyrénéenne. Ce qui montre qu'il y a parfois des mouvements chez les ours et qu'il y a eu donc peut-être des remplacements de population par d'autres. J'en ai bientôt fini. Quand même quelques mots sur les taxons des phases interglaciaires. On va retrouver par exemple le chat sauvage. On a du lynx, je ne vous avais pas encore parlé, le lynx des cavernes qui évoluera au néolithique vers le lynx pardenne. On a du lynx boréal, on l'observe dès 120 000 ans. Forme asiatique, le dhole européen et l'ours du Tibet. Il y a eu plusieurs arrivées d'ours du Tibet. De la loutre, il sera question de loutre si j'ai bien compris, de lièvre rayé, du renard. On a évidemment les forêts qui se développent, donc les cervidés vont être nettement plus abondants, avec du chevreuil, du daim qui lui-même aura une évolution salinée, du cerf, du sanglier, de la martre, du putois. Alors la martre c'est pareil, il y a 120 000 ans elle était déjà identifiée en tant que telle. Des gros ongulés. On retrouve des proboscidiens, mais à ce moment-là, ce n'est plus du mammouth, c'est de l'éléphant, dit éléphant antique, de l'auroch, et dans ces savanes arborées, des cerfs géants. Et bien d'autres taxons, je vous en ai mis quelques-uns là, comme l'hyène des cavernes, l'ours des cavernes, le blaireau, le vison, l'âne sauvage, etc. Donc une très grande biodiversité. Et il y a 20 000 ans, cette richesse faunique, là on avait une faune froide, cette richesse faunique va être soumise à une succession d'événements climatiques très rapprochés de type chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. C'est l'époque de l'extension aussi de l'homme de Cro-Magnon. Et lorsque débute le néolithique, d'une part l'environnement paléogéographique est complètement modifié, on a notre environnement actuel, et on observe plusieurs espèces qui définitivement disparaissent. L'ours des cavernes, la panthère, la hyène, le lion, le cheval, âne, rhinocéros, etc. Et très peu d'espèces vont apparaître. C'est aussi la phase de la domestication. Donc, à partir de l'Holocène, on se retrouve dans le contexte qui est le nôtre. Et pour conclure, on assiste durant tout le Pléistocène à une très forte biomasse et en même temps une très forte variété d'espèces. Dès que débute l'Holocène, on a véritablement une disparition de la majorité des espèces, jusqu'à 36%, qu'il s'agisse de l'Eurasie, de l'Afrique, de l'Australie, de l'Amérique. Et pour l'instant, le débat reste toujours ouvert. Certes, le climat a eu son influence, mais l'impact humain non plus n'est pas à négliger. Et voilà, il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors nous avons le temps de quelques questions. Poulanier. Oui, alors vous avez passé très rapidement sur le bison d'Europe. Qu'est-ce que vous avez comme données fossiles sur le bison d'Europe? On en a, malheureusement, on en a très peu. Hein. Là, j'ai montré le crâne. Je vais remonter. Je vous ai montré un crâne. Hein. Ça, c'est une des plus belles pièces que l'on ait.
c'est après. Non, après. Ah oui, plus haut, c'est ça. Vous êtes passé dessus. Ah, je suis passé dessus. Excusez-moi, je vois pas très bien. Encore une. Voilà, encore une. Ah, il est là. Voilà, c'est ça. Nous avons ce très beau crâne qui vient de la grotte de l'Observatoire, hein, dans la principauté de Monaco. Et sinon, on a quelques petits restes d'épars. On peut trouver des morceaux de mandibule. Datation. Là, on n'a pas la datation. Voilà, malheureusement. C'est ce qu'on appelle du Pléistocène supérieur. Mais ça veut dire de 80 000 ans à 30 000 ans. De toute façon, c'est du fossile. Ça, c'est clair. D'autres localisations que Monaco? Je me souviens plus. Je crois qu'on en a un petit peu en Allemagne. Hein. Mais en France, par ma connaissance, il y a Monaco, je crois qu'il y en a en Italie aussi. Mais c'est vraiment très très peu. Hein. C'est en fait le problème de ces petites formes, c'est qu'elles se conservent très mal dans les gisements du fait de leur petite taille. C'est pour ça que, par exemple, les découvertes des populations de belettes du coulé des roches dans le Vaucluse est quelque chose de tout à fait exceptionnel, puisqu'on a une trentaine d'individus. Hein, donc, à partir de là, on peut faire des analyses celles qui ont été faites par le jeune collègue polonais. Autre question? Oui, là-bas? Oui, Marc Michelot, association Arten, qui s'intéresse particulièrement aux grands herbivores, aux ongulés. Je voudrais revenir sur ce que vous avez conclu, en fait, sur une conclusion concernant l'extinction de la grande faune, hein, en particulier, au moment du début de l'Holocène. Il est courant, alors j'apprécie que vous ayez mentionné à la fin que le débat restait ouvert sur la disparition de cette grande faune, mais enfin il est quand même relativement courant de trouver dans la littérature, y compris spécialisée, que cette extinction de la grande faune est tout à fait logique et naturelle et due essentiellement au changement climatique et aux modifications de l'environnement. Il est quand même probant aussi de constater que pendant toutes les périodes interglaciaires, que ce soit Mindel-Ries ou Ries-Wurm, etc., la grande faune, qu'elle soit carnivore ou herbivore, s'est maintenue ou réapparue, et donc on a notamment des proboscidiens, des grandes espèces qui faisaient partie de l'environnement, y compris dans ces périodes chaudes. Donc je crois qu'il faut quand même mettre ça en parallèle. La grande faune a disparu à la fin du Pléistocène, au moment du réchauffement. Il y a certainement eu, de mon point de vue, une intervention extérieure qui n'existait pas pendant les autres périodes interglaciaires. Bon, cet élément, cette goutte d'eau qui a peut-être fait déborder le vase et qui a fait que cette grande faune a disparu, je pense que vous avez compris qu'elle est ici très bien représentée dans cette salle. Et donc, je pense qu'il faut mettre ça en parallèle. Les grands, notamment les grands herbivores, si l'homme n'était pas apparu, aujourd'hui encore, ferait partie de la biodiversité, on va dire, de nos territoires d'Europe occidentale. Voilà. Alors, je terminerai sur un petit détail par rapport au cheval. J'ai dit que le cheval de solitaire était le dernier cheval sauvage. En Europe, je pense qu'on peut quand même signaler que les données donnent Equus ferus, cheval sauvage, bien plus récemment, même s'il a beaucoup reculé par rapport aux périodes froides. D'accord. Alors, pour ce qui est de la première partie de vos remarques, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a quelque chose de différent, c'est-à-dire que la toundra steppique a quasiment, au début de l'Holocène, va régresser comme une peau de chagrin. Elle reste du côté de la Sibérie, parce que par exemple, ou sur des îles comme l'île de Wrangel, où on va trouver à l'époque des premiers pharaons des mammouths nains. Hein. Donc ça c'est le nanisme insulaire. Hein. Et je suis d'accord pour dire que oui, le facteur, il y a eu un autre facteur. Mais j'ai l'impression que le climat, quand même, avait quelque chose de différent par rapport aux autres interglaciaires. Parce que cette toundra steppique, elle était quand même tellement réduite que les grands troupeaux d'ongulés, que ce soit les mammouths, les rhinocéros, etc., n'avaient quasiment plus de territoire pour survivre. Oui, mais l'espèce pouvait s'adapter à un autre milieu une forêt éclaircie, oui, on va dire. Mais c'est pour ça qu'on est d'accord. C'est pour ça qu'on est d'accord pour dire qu'il y avait un autre impact.
Il ne faut pas se leurrer, tant qu'il y avait l'homme de Néandertal, les populations de Néandertaliens étaient quand même très réduites en termes d'individus. Cro-Magnon, lui, est arrivé à obtenir, Cro-Magnon, dont nous descendons directement, avait un outillage hyper perfectionné, donc il avait une accessibilité à la nourriture beaucoup plus importante que celle de Néandertal, donc les populations étaient plus nombreuses, et c'est une espèce de cercle vicieux. Comme aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux, on est obligé de produire de plus en plus, et etc. Donc l'homme de Cro-Magnon chassait de plus en plus. Si ce n'est que quand, à la fin de cette période-là, entre 20 000 et 13 000 ans, il avait devant lui des populations qui étaient en crise à cause de ces toutes petites fluctuations climatiques de plus en plus rapides. Donc il avait des populations qui étaient en très mauvais état. Il a participé à l'extinction. Vous qui faites des brevets de base. Oui, tout à fait. Il nous reste le temps pour une dernière petite question. Il n'y en a plus? Bon, eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage tout à fait intéressant.